Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, nous allons démarrer aujourd'hui notre quatrième chapitre relatif aux structures organisationnelles de l'entreprise. Donc, comme vous voyez sur l'écran, voilà les principaux éléments qu'on va discuter. On va commencer par définir et caractériser la structure au sens large. On va voir un peu les différentes structures organisationnelles possibles et par la suite, on va terminer par les facteurs influençant la structure. Donc, en commençant, il existe de nombreuses définitions et chacune met en évidence certains concepts en fonction de l'approche privilégiée par l'auteur de la définition. Par exemple, selon Henri Metzberg, c'est l'un des auteurs les plus célèbres en management et en stratégie, Metzberg définit la structure d'une organisation comme la somme totale des moyens employés pour diviser le travail entre tâches distinctes et pour ensuite assurer la coordination entre ces tâches. Donc, selon Metzberg, une structure d'une organisation, une organisation au sens large, c'est l'ensemble des moyens qui sont déployés pour diviser le travail entre tâches distinctes. Et par la suite, donc une fois on divise le travail selon plusieurs tâches, on va bien entendu assurer la coordination entre ces tâches. C'est ce qu'on entend par une structure ou une organisation, au sens de Metzberg. Donc la structure d'une organisation est la juxtaposition des ressources qui sont humaines, matérielles, financières, agencées pour assurer des fonctions et des tâches. Donc, autrement dit, structurer une organisation, c'est rassembler un ensemble de ressources humaines, matérielles, financières, etc., en vue d'assurer des fonctions, c'est-à-dire des missions, des attributions, et qui sont associées à des tâches en entreprise. Entre ces ressources agencées, il y a des relations et des interactions qui vont se produire afin d'assurer la coordination en communiquant des informations et des données. Donc, c'est une structure, donc on a des règles qu'on va définir et qui permet d'assurer la gestion des ressources qui sont allouées par l'entreprise et qui ont pour but d'assurer les fonctions et les tâches propres à chaque élément de l'organisation. Notamment, on a des postes, on a des divisions, on a des directions, etc. Entre ces ressources, il y a donc des relations d'interdépendance, d'interaction, qui vont assurer, bien entendu, la coordination grâce à la communication des informations et des données. Et donc, la structure a pour finalité de faire agir les individus dans le sens souhaité par l'organisation et elle traduit à un instant donné des relations de pouvoir et d'influence. Donc, nous avons une structure, nous avons un cadre organisationnel qui permet de gérer les ressources allouées en vue de diviser le travail en tâches, en fonctions, et d'assurer la coordination entre ces tâches et ces fonctions pour, bien entendu, réaliser la finalité escomptée par l'entreprise. Donc, le sens souhaité par l'entreprise, ses dirigeants. Et donc, nous avons des pouvoirs au sein de cette structure, parce qu'il y a des responsables et des subordonnés, et donc il y a des influences dans l'organisation. C'est ce qui donc caractérise une structure au sens large. Donc, une structure se caractérise d'abord par des organes et des relations entre ces organes. Donc, nous avons un cadre général, un cadre organisationnel dans lequel il y a des éléments. Chaque élément est composé ou considéré comme un organe, comme le corps humain. Le corps humain est une structure et nous avons des organes qui permettent d'assurer le fonctionnement normal des individus. De la même manière, une structure d'une entreprise constitue un cadre organisationnel composé par des organes, c'est-à-dire des éléments qui assurent, bien entendu, la coordination et la gestion
de l'allocation des ressources. Organe, ça peut être de direction. Nous avons la direction générale, direction marketing, direction logistique, direction des ressources humaines, direction financière. Opérationnel, donc les services, par exemple, service commercial, service comptabilité, service personnel, etc. Ou d'exploitation, comme par exemple atelier de production, point de vente, etc. Et donc, à partir de là, nous avons des organes au sein de la structure et qui composent le cadre général, le cadre organisationnel d'une entreprise. Ça peut être des organes fonctionnels qui remplissent des fonctions, comme je vous ai dit, donc direction marketing, direction logistique, direction achat, etc., ou de soutien. Et donc, nous avons une notion qui est quand même l'état-major, qui désigne le siège où se retrouve la direction générale et les grandes directions. Rappelez-vous, le sommet de la pyramide, c'est le top management, qu'on va l'appeler état-major. Deuxième élément, nous avons les relations hiérarchiques. La hiérarchie, c'est le pouvoir. Donc, les relations hiérarchiques renvoient à la répartition des pouvoirs. Qui sera responsable? Qui va décider? Quel est son périmètre? Quelles sont ses missions? Quelles sont ses missions et quelles sont ses attributions? Les cadres qui vont bien entendu assurer la gestion opérationnelle et la gestion stratégique. Ceux et celles qui vont décider et ceux et celles qui vont exécuter. Les subordonnés et les responsables. Donc nous avons des relations hiérarchiques qui renvoient à des répartitions de pouvoir entre des responsables et des subordonnés. Nous avons des relations fonctionnelles, la répartition des tâches entre des spécialistes dans leur domaine de compétences. Par exemple, dans une direction marketing, vous aurez des chargés d'études de marché, des chargés de la relation client, des chargés de la promotion, de la vente, etc. Donc, il y a une répartition des tâches en fonction des domaines de compétences dans un organe donné. Et à partir de là, on va donc discuter les missions, les tâches spécifiques à chaque poste ou à chaque organe au sein de l'entreprise. Voilà un exemple. Un directeur commercial entretient des relations fonctionnelles avec le directeur des ressources humaines, le directeur de la production et des relations hiérarchiques avec les différents cadres commerciaux placés sous sa responsabilité. Le directeur commercial a pour vocation de vendre, de commercialiser les produits et les services offerts par l'entreprise sur son marché. Donc, pour pouvoir vendre, elle a besoin de communiquer avec le directeur des ressources humaines. Donc, on a des relations fonctionnelles au même niveau. Le directeur des ressources humaines doit lui assurer le recrutement des agents commerciaux nécessaires pour remplir sa mission. Elle doit les rémunérer, elle doit investir dans leurs conditions de travail, elle doit leur offrir des primes de rendement, d'intéressement pour pouvoir les motiver et les fidéliser. Elle va aussi entretenir des relations fonctionnelles avec le directeur de la production, de manière à lui communiquer les attentes des consommateurs pour les traduire sur le produit, sur les caractéristiques techniques du produit. Elle doit lui communiquer les quantités à vendre pour qu'il puisse les commercialiser en fonction de l'objectif stratégique de l'entreprise, qui est le chiffre d'affaires, la performance, etc. Et ce directeur commercial chapeaute, il dirige une direction qui est composée par des cadres. Et au sein de cette direction, donc, elle va entretenir des relations hiérarchiques avec les différents cadres commerciaux qui sont sous sa responsabilité. Il peut également recevoir des conseils d'un spécialiste en management dans la résolution des conflits, par exemple, toujours dans le cadre des relations fonctionnelles. Donc, en cas de besoin, il peut faire appel à un consultant externe, un spécialiste, qui va l'assister soit par rapport à un conflit, soit par rapport à une décision, même dans la décision managériale qu'il est amené à prendre. D'où la différence entre ce qu'on appelle
les relations hiérarchiques où il y a une répartition du pouvoir entre des responsables et des subordonnés, et les relations fonctionnelles qui sont établies entre les différents organes pour assurer le fonctionnement normal, la bonne marche de l'entreprise, et qui renvoient principalement à la répartition des tâches entre spécialistes dans leur domaine de compétences, ou encore un cadre hiérarchique et un spécialiste qui va lui prodiguer des conseils. Donc, il va lui donner des conseils pour qu'il assure sa fonction. Quels sont les éléments de base d'une structure? Nous avons vu les organes, nous avons vu les relations, et le troisième élément, c'est l'organigramme. L'organigramme est une représentation graphique, c'est un schéma graphique de la structure qui traduit les regroupements choisis, les relations hiérarchiques ou fonctionnelles retenues, les niveaux hiérarchiques plus ou moins importants. Donc nous avons un schéma qui représente les différents organes, les différents regroupements, ça peut être des divisions, ça peut être des départements, ça peut être des directions, et dans lequel il y a les relations hiérarchiques, les relations fonctionnelles et les niveaux hiérarchiques qui existent entre chaque organe composant l'organigramme, c'est-à-dire la structure. Et donc là, l'organigramme est une photographie, est une représentation graphique de la structure d'entreprise en tenant compte de ces organes. Ces éléments fonctionnent à la fois comme un système de flux. Rappelez-vous, vous l'avez étudié en comptabilité générale. Il y a des flux d'informations, des flux physiques, des flux financiers, mais aussi un système de processus de décision. Dans chaque organe, il y a donc une marge de décision qui remplit donc bien entendu les missions et les attributions accordées par la direction générale, par les organes de gouvernance à chaque entité ou à chaque organe composant la structure. Pour l'efficacité organisationnelle, généralement cette efficacité provient d'une cohérence entre les facteurs de contingence, ce qu'ils nomment donc des paramètres de conception, tels que la spécialisation du travail, le système de contrôle et la formation des individus. C'est-à-dire que l'efficacité du fonctionnement organisationnel est tributaire de certaines normes ou certains paramètres liés à la conception, liés à la spécialisation, liés à la répartition des tâches pour qu'on puisse identifier qui fait quoi, qui est responsable de quoi, cette ressource elle est allouée à qui, et elle sera utilisée dans quel but, dans quel objectif. Bref, à travers ces règles d'attribution, on va instaurer un ordre. On va instaurer donc les paramètres de l'efficacité et qui assurent la bonne marche, le fonctionnement normal de l'entreprise. Parce que n'oublie jamais que l'entreprise est une structure organisée. Organisée, c'est-à-dire qu'elle fonctionne avec des règles. Qu'elle fonctionne avec des règles qui sont spécifiques à chaque structure. Donc, voici les éléments qu'il faut retenir. Au niveau, bien entendu, de la structure, elle se caractérise d'abord par des organes et des relations entre ces organes pour assurer la coordination. Donc, on a vu les différents organes, les différentes relations hiérarchiques, fonctionnelles, et nous avons vu aussi l'organigramme qui est une représentation graphique de l'organisation, bien entendu, en tenant compte des spécificités de chaque structure. Deuxième élément à discuter dans ce chapitre, les différentes structures organisationnelles. Donc, il y a ce qu'on appelle l'organisation formelle, généralement structurée, et il y a l'organisation informelle, qui n'est pas tellement visible. L'organisation formelle se caractérise par une planification des rôles, des tâches et des relations entre les éléments de l'entreprise. Donc, il y a une planification. Donc, on planifie dès le départ les rôles, les missions, les tâches et les relations entre les éléments de l'entreprise, qu'on appelle les organes
de la structure et qui sont établis par des documents formels, écrits. Donc des documents qui sont écrits, qui sont communiqués et connus par tout un chacun au sein de l'organisation. Ça peut être des règlements, comme par exemple le règlement intérieur, qui va mettre en place les règles de fonctionnement de l'entreprise. Il y a les procédures internes. C'est par exemple, je veux acheter une matière première, j'ai un guide de procédure. Quelles sont les étapes à suivre, quelles sont les personnes à solliciter et comment je vais commander une quantité de matière première. Donc, il y a des procédures, des manières de procédure. J'ai besoin d'un nouveau salarié, je veux recruter un nouveau salarié, donc j'ai besoin d'une procédure interne, écrite, formalisée dans le cadre d'un guide. Un guide des procédures, c'est ce qu'on appelle donc l'organisation formelle. Il est formel parce qu'il est établi, il est écrit sur un document et connu par tout un chacun. Ça peut être des descriptions, des tâches déterminées. Chaque poste, chaque salarié est là ce qu'on appelle un descriptif de poste. Notez-le s'il vous plaît. Un descriptif de poste, c'est un document qui identifie le poste, ses caractéristiques, les missions et les tâches associées à ce poste et donc les responsabilités qui reviennent à chaque poste en entreprise. Et donc, au-delà de l'organisation formelle qui se caractérise par une planification des rôles, des tâches et des relations, il y a ce qu'on appelle l'organisation informelle, qui n'est pas écrite et qui n'est pas visible systématiquement en entreprise par des procédures ou des règles. Donc, en parallèle à l'organisation formelle, il existe ce qu'on appelle une organisation informelle, qui représente un réseau de relations non préétablies par la structure administrative, et ces relations naissent d'affinités personnelles, d'intérêts communs, de valeurs partagées, d'attitudes propres à certains individus. Et donc, c'est toute la dimension humaine. Parce que rappelez-vous, on vous a dit que l'entreprise est une organisation, c'est une structure définie par des règles. Ces règles sont formelles, comme vous voyez. Donc, nous avons des règles formelles, les règlements, les procédures, les descriptions de tâches, et qui caractérisent la planification des rôles, des tâches et des relations. Et nous avons aussi l'organisation informelle qui renvoie à la dimension humaine, les affinités personnelles, les intérêts communs, les valeurs partagées, les attitudes qui sont propres à des individus. Et donc là, nous sommes dans la dimension comportementale, dans les comportements des individus. Et donc, l'entreprise est une organisation d'abord, c'est une structure avec des règles, mais c'est une organisation humaine où il y a toute une dimension immatérielle, une dimension informelle qui renvoie donc à la télépathie, aux affinités, aux intérêts que les individus peuvent avoir. C'est ce qu'on entend donc par l'organisation formelle et l'organisation informelle. Et donc, c'est ce que vous avez sur votre support. Deuxième élément à discuter sont les caractéristiques principales des principales ou des formes structurelles types. Nous avons donc quelques typologies des structures, donc des types de structures qu'on va présenter, qu'on va discuter les caractéristiques, les avantages et les inconvénients. Premièrement, commençons par la structure hiérarchique. Voilà, c'est ce que vous avez sur l'écran. Donc, vous avez une structure hiérarchique. L'entreprise qui se crée a souvent une structure informelle. Puis, l'entreprise grandit et son activité devient plus difficile à piloter. Un besoin plus important de spécialisation des tâches et de coordination apparaît. Et une départementalisation. La départementalisation par fonction s'impose d'elle-même dans un premier temps. Ce découpage par fonction suit en fait le processus de production de l'organisation. Donc là, on parle de départementalisation par fonction. Donc là, au démarrage, à la création, l'entreprise commence par une organisation informelle et au fur et à mesure qu'elle se développe, que les activités
se développe, l'entreprise aura besoin de structurer les rôles, les tâches et les relations dans son cadre. À partir de là, il va faire de la spécialisation des tâches. Donc, on va définir les rôles de chaque poste, de chaque individu, spécifier la coordination qui va coordonner, qui va assurer la responsabilité et surtout ce qu'on appelle la départementalisation par fonction, c'est-à-dire décomposer l'organisation selon des départements par fonction dans le temps. Et à partir de là, donc, vous voyez sur l'écran l'exemple de la structure hiérarchique. Vous avez une direction générale et vous avez des directions fonctionnelles. C'est ce qu'on appelle la départementalisation par fonction, qui tient compte d'un découpage par fonction selon le processus de production. Donc, vous avez direction de production, direction achat, direction marketing, direction financière, direction ressources humaines, direction logistique, etc. Et donc, cette structure a été préconisée au début du siècle par Fayol, qui définissait la série des chefs qui va de l'autorité supérieure aux agents inférieurs. Donc là, les différentes relations hiérarchiques qui existent entre l'autorité supérieure, top management, et les agents inférieurs, c'est le bas de la pyramide, ce qu'on appelle le management opérationnel. Et donc, la structure hiérarchique linéaire est celle où, à tout échelon, le fonctionnement repose sur l'unicité de commandement. Donc là, il faut le noter, l'unicité de commandement. Donc, le commandement, il est unique, ce qu'on appelle l'unicité de commandement. Et, bien entendu, la décomposition et le contrôle selon l'orientation fonctionnelle. Donc, la décomposition et le contrôle du travail sont simples, puisque un subordonné n'est en relation qu'avec un supérieur hiérarchique. Donc, nous avons unicité de commandement. Un subordonné n'est en relation qu'avec un supérieur hiérarchique. Comme vous voyez ici sur l'écran, vous avez service commercial, il est hiérarchiquement relié à la direction marketing. Les ateliers de production, chaque atelier est hiérarchiquement relié à la direction de production. Vous ne pouvez pas avoir des interactions horizontales, c'est-à-dire l'atelier de production ne sera jamais en contact avec la direction financière ou la direction marketing. Il passe directement par son hiérarchie. C'est pour cela qu'on parle d'une structure hiérarchique simple, linéaire. De ce fait, la communication ne peut se faire que verticalement. Donc, comme vous voyez sur les flèches, donc les flèches descendantes, nous avons une communication verticale, du haut vers le bas, comme vous voyez ici sur les flèches, du haut vers le bas, dans la direction du responsable hiérarchique vers le subordonné, de la direction générale vers les directions fonctionnelles et de la direction fonctionnelle vers les divisions fonctionnelles. Ce qui bloque et rigidifie le fonctionnement de l'organisation. Donc, ça crée des blocages et ça peut même créer une rigidité, c'est-à-dire une résistance quant au fonctionnement de l'organisation. C'est ce qu'on entend donc par la structure hiérarchique. Deuxième structure, c'est la structure fonctionnelle. Donc, je pars à l'illustration. Là, vous avez donc une structure fonctionnelle au sein d'une entreprise. Qu'est-ce qu'on entend par cette structure? Donc, c'est Taylor, c'est l'un des auteurs les plus célèbres, on va le voir en deuxième semestre, dans le Management 2, avec les théories de la pensée managériale. Donc, Taylor était un ingénieur américain et qui a fondé ce qu'on appelle l'organisation scientifique de travail. Monsieur Taylor cherchait principalement à associer autorité et compétence, de manière à garder les relations hiérarchiques, tout en introduisant la compétence comme deuxième variable. Estimant à juste titre qu'un chef unique ne peut tout savoir, et il envisageait de remplacer ce responsable exclusif par plusieurs chefs spécialisés. Donc là, vous avez un responsable hiérarchique et il est assisté par des spécialistes ou des chefs spécialisés qui ont la compétence et l'autorité nécessaires pour assurer donc les tâches et les missions propres à chaque division. C'est ce que vous voyez ici.
Donc, dans cette optique, chaque chef spécialisé aurait compétence et autorité pour les questions qui relèvent de son domaine spécifique. Une division par spécificité ou par domaine des tâches et donc de l'autorité conduit à la multiplication des chefs. Donc là, vous voyez qu'il y a des interactions donc, au sein de chaque division ou de chaque département. La structure fonctionnelle se caractérise par les éléments suivants. Cette structure cherche à associer autorité et compétence, partant du principe qu'un chef unique ne peut tout savoir. Et donc, nous avons un chef responsable, nous avons des chefs spécialisés qui vont regrouper l'autorité et la compétence. Remplacement du responsable exclusif par plusieurs chefs spécialisés. Donc là, vous avez des chefs par composition, au lieu d'avoir un seul chef qui va assurer la coordination de production, vous avez des chefs spécialisés. Un dans la planification de la production, le deuxième dans le suivi et le contrôle, et le troisième dans la maintenance, l'entretien permanent des appareils productifs. Donc, chaque chef spécialisé aura compétence et autorité par les questions qui relèvent de son domaine spécifique. Et seuls les subordonnés qui ont donc plusieurs domaines de compétences. Quels sont donc les avantages? Les avantages, tout simplement, c'est le recours à des spécialistes dans chaque domaine. Les limites sont principalement le conflit d'autorité entre les différents chefs, puisque vous allez désigner dans chaque département, dans chaque division fonctionnelle, plusieurs chefs spécialisés. Donc, parfois, il y a un conflit d'autorité entre ces différents chefs. La dilution de la responsabilité, on n'arrive plus à identifier qui est responsable de quoi. Tout le monde est responsable, mais personne n'est responsable, parce qu'il y a plusieurs chefs spécialisés qui interviennent au niveau de chaque division fonctionnelle. Et donc là, on a la difficulté d'identifier qui est responsable en cas de dysfonctionnement ou en cas de problème. Et donc, il est très difficile à appliquer dans la réalité. Troisième catégorie, ce qu'on appelle la structure hiérarchico-fonctionnelle. Donc, malgré le peu de succès des idées de Taylor dans le domaine de la structure, il n'en reste pas moins qu'il y a quelque chose de vrai dans l'idée de lier autorité et compétence. Ainsi, cette idée va être reprise, mais de façon différente, dans la structure hiérarchique fonctionnelle. C'est-à-dire qu'on va relier effectivement les relations hiérarchiques et les relations fonctionnelles, autrement dit l'autorité et la compétence. Le principe retenu est d'adjoindre au chef hiérarchique des conseillers, qui sont eux spécialistes dans les domaines précis. Dans ce type de structure, les ordres sont donc transmis selon une ligne hiérarchique simple, mais à tous les niveaux où cela s'avère utile. Les chefs sont assistés de conseillers fonctionnels, et dans ce type hybride, les organes opérationnels ont un pouvoir hiérarchique, line, ce qu'on appelle line, parce que cette organisation, en anglais staff and line, hiérarchico-fonctionnel, the line renvoie au pouvoir hiérarchique et the staff renvoie donc au conseiller fonctionnel. C'est pour cela qu'on parle de structure staff and line en anglais, hiérarchico-fonctionnel. Le principe, il est simple. Il s'agit d'adjoindre aux chefs hiérarchiques des conseillers qui sont souvent des spécialistes compétents dans leur domaine respectif. Dans ce type hybride, les organes opérationnels ont un pouvoir hiérarchique et les organes fonctionnels conseillent les responsables hiérarchiques. Pour la direction générale en particulier, je passe directement ici, voilà, vous avez sur l'écran. Pour la direction générale, il y a ce qu'on appelle un état-major. Un état-major de conseillers fonctionnels qui entourent et conseillent le directeur général. Donc, au niveau de la direction générale, nous avons l'état-major qui contrôle la gestion de l'entreprise et assure le conseil du directeur, de direction générale. Et au niveau de chaque
direction fonctionnelle, comme vous voyez ici sur l'écran, nous avons donc un chef hiérarchique qui est entouré par des spécialistes qui vont le conseiller. L'avantage, c'est qu'il y a une assistance à tous les niveaux des conseillers fonctionnels, chaque niveau donc de l'organisation. Et au niveau de la direction générale, vous avez l'état-major qui assure le conseil, l'accompagnement de la direction générale. Par conséquent, cette division, cette structure représente aussi des limites. Premièrement, la séparation de la décision et du conseil, qui reste souvent abstraite et arbitraire. Dans la réalité, donc, on aura toujours du flou. La frontière, elle est floue entre la décision et le conseil. On n'arrive pas finalement qui décide et qui conseille. Donc, soit le fonctionnel a de l'influence et ses conseils deviennent pratiquement des ordres, donc des décisions, soit l'influence du fonctionnel est négligeable et ces conseils ne sont pas pris en considération. Et donc là, ce sont les responsables hiérarchiques qui décideront. Et donc, il y a ce qu'on appelle la dilution de la responsabilité. Tout le monde est responsable, mais personne n'est responsable. Et donc là, on n'arrive pas à identifier qui fait quoi au sein de l'organisation, au sein de l'entreprise. Quatrième catégorie ou quatrième type de structure organisationnelle, c'est ce qu'on appelle la structure divisionnelle, qu'on peut appliquer par produit, lorsque l'entreprise se caractérise par la diversification des produits, par région ou par type de clientèle. Dans les grandes entreprises en croissance, le découpage en fonction peut ne plus s'avérer adapté au développement de l'organisation. Celle-ci, bien entendu, va se trouver contrainte alors d'adopter un découpage en unités stratégiques de base, sous forme de M, pour multiples en anglais et multidivisionnel en français. C'est-à-dire qu'on aura des divisions décomposées par produit, par région, lorsque l'entreprise est implantée sur plusieurs régions, ou par type de clientèle, ce qu'on appelle les segments du marché, en fonction de son besoin de croissance. Voilà donc comment se présente une structure divisionnelle. Vous avez la direction générale, vous avez des divisions. Chaque division peut représenter un produit que l'entreprise commercialise, soit une région sur laquelle l'entreprise est implantée, soit tout simplement une catégorie de clientèle, c'est-à-dire un segment de marché. Et à l'intérieur de chaque division, vous aurez les organes fonctionnels, marketing, finance, achat, production, ressources humaines, logistique, etc. Ces unités peuvent être des produits, des types de clientèle, des zones géographiques sur lesquelles l'entreprise est implantée et donc constituent des divisions. Comme vous voyez sur l'écran, vous avez direction générale, division 1, 2, 3, etc. Chaque directeur de division, donc chaque division, il aura un directeur. Et donc chaque directeur de division tient en partie le rôle de la direction dans une structure traditionnelle. Donc c'est lui qui va gérer l'ensemble des aspects relatifs à la division. Aspects marketing, commerciaux, financiers, comptables, ressources humaines, achats, logistique, production, etc. Une partie du pouvoir de la direction dans une structure classique a donc été décentralisée. Donc on parle de la décentralisation de la décision, puisque le directeur de chaque division va gérer l'ensemble des dimensions propres à la division, par produit, par type de client ou par zone géographique. Et à partir de là, donc, une partie du pouvoir de cette direction sera décentralisée vers les différents directeurs de division qui sont plus proches des problèmes spécifiques d'adaptation posés par l'environnement à leur département. C'est la réalité, puisque le directeur de division sera en contact avec le terrain, avec l'environnement de l'entreprise, et par conséquent, il a plus de possibilités pour décider en fonction de ce qu'il voit sur le terrain. La direction générale recentre son activité sur les décisions les plus stratégiques, en se trouvant libérée des décisions opérationnelles. D'où l'intérêt
de cette structure divisionnelle. On va décentraliser la prise de décision entre les mains du directeur de chaque division et la direction générale va se concentrer sur les principales décisions stratégiques qui assurent le pilotage de l'entreprise sur le moyen et long terme. Alors que les directeurs de chaque division vont se concentrer sur la gestion ou les décisions opérationnelles. Donc cette structure est beaucoup plus adaptée aux entreprises diversifiées, qui sont présentes sur plusieurs marchés, qui ont une offre élargie, diversifiée de produits, ou qui sont présentes sur plusieurs segments de marché. Donc ils ont plusieurs catégories de clientèle. L'avantage, c'est que cette structure est la plus grande cohérence dans l'utilisation des connaissances, des ressources et des compétences, mais elle a une limite, c'est le risque de difficulté de communication entre les différents services, car ceux-ci ont très peu d'activités ou d'intérêts en commun. Donc on peut avoir des conflits d'intérêts qui peuvent surgir entre les différents services ou les différentes divisions. Cinquième catégorie, ou donc cinquième type de structure organisationnelle, c'est ce qu'on appelle la structure matricielle ou par projet. C'est ce que vous voyez ici, au niveau de la structure. Ici, donc, chaque subordonné a deux supérieurs hiérarchiques, comme vous voyez sur l'écran, en même temps. Donc, elle a deux supérieurs hiérarchiques, ici. Chaque subordonné, elle a deux supérieurs hiérarchiques, par projet et par fonction. Cette dualité, c'est-à-dire deux responsables à la fois, peut être temporaire ou permanente, en fonction des projets que l'entreprise gère. Lorsqu'elle est temporaire, c'est une structure par projet. Cette structure relie diverses activités découlant des fonctions, comme vous voyez sur l'écran: marketing, finance, production, ressources humaines, achat, logistique, production. Et donc, elle relie diverses activités qui découlent des fonctions à un ensemble de produits, de services ou de projets. Et chaque individu a pour supérieur à la fois un chef de produit qui peut changer en fonction des besoins et un chef fonctionnel ou division fixe. Comme vous voyez ici, chaque subordonné, il a à la fois un chef projet, un chef fonctionnel ou de division, chaque chef produit, chef projet, qui peut changer en fonction des besoins et en fonction des projets, et un chef fonctionnel ou de division fixe. D'où la dualité de responsabilité, de subordination, qui peut être temporaire ou permanente. Quand elle est temporaire, on fait référence à une structure organisationnelle par projet. Le cas échéant, on parle d'une structure matricielle. Donc, il y a des avantages et il y a des inconvénients. L'avantage, c'est que cette structure permet une certaine flexibilité à travers le recours à des spécialistes dans chaque domaine. Donc, nous avons des spécialistes dans chaque domaine. En revanche, cette structure présente des limites, notamment le conflit d'autorité qui peut surgir entre les différents chefs et toujours la problématique de la dilution de la responsabilité. Parce qu'à certains moments, on n'arrive plus à identifier qui fait quoi et on aura donc tout le monde est responsable et personne n'est responsable. Donc on n'arrive plus à distinguer quelles sont bien entendu les personnes derrière telle ou telle décision, étant donné que les subordonnés ont une dualité par rapport à la hiérarchie. Ils ont à la fois un chef fonctionnel, un responsable fonctionnel et un chef de produit ou de projet. D'où la problématique de la difficulté d'identifier qui est responsable de quoi. Donc bref, dans ce chapitre, nous avons essayé de définir ce que représente une structure, les éléments
constitutifs d'une structure, rappelez-vous les organes, les relations, l'organigramme, et les différentes typologies de structures avec leurs avantages et leurs inconvénients. Structure hiérarchique, structure fonctionnelle, structure hiérarchico-fonctionnelle, structure divisionnaire et structure matricielle ou par projet. Troisième élément dans ce chapitre, c'est les facteurs qui influencent la structure. Autrement dit, une entreprise qui opère et évolue sur un marché, comment peut-elle ou sur quelle base sera-t-elle amenée à choisir une structure? Et là, on vous présente 5 éléments ou 5 facteurs qui peuvent expliquer l'adoption d'une structure par une entreprise. Le premier facteur, comme vous voyez sur l'écran, c'est le secteur d'activité. Le secteur d'activité influence énormément la structure de l'entreprise. Une entreprise de mécanique et une banque avec un réseau d'agences ont besoin d'une structure différente pour fonctionner. Rappelez-vous, si l'entreprise est diversifiée par exemple, elle est présente sur plusieurs marchés, sur plusieurs régions, elle a plusieurs produits qu'elle gère qui sont différents, elle a plusieurs segments de clientèle, va préférer une structure divisionnelle par rapport à une entreprise qui est spécialisée dans un domaine d'activité, dans un seul produit, sur une seule région, etc. Et donc là, ça peut adopter, par exemple, une structure fonctionnelle ou hiérarchico-fonctionnelle. Comme lorsque l'entreprise a plusieurs projets d'investissement qu'elle gère à la fois, elle peut donc préférer la structure matricielle, ce qu'on appelle la structure par projet. Bref, le secteur d'activité détermine la nature ou le type de structure que l'entreprise va adopter. Deuxième facteur qui explique l'adoption d'une structure organisationnelle par l'entreprise. Comme vous voyez sur l'écran, c'est l'environnement macro et microéconomique, généralement. L'environnement est constitué par un ensemble de forces extérieures à l'entreprise qui interagissent avec cette dernière et influencent sa structure. Rappelez-vous, c'est ce qu'on avait étudié dans le 3e chapitre. On pourrait d'ailleurs définir la gestion comme l'ensemble des décisions que l'entreprise prend pour gérer ses relations dynamiques avec son environnement. Et en fonction de ces interactions, l'entreprise sera amenée à choisir une structure par rapport à l'autre. Je vous donne un exemple. Plus l'environnement est complexe, plus la structure est décentralisée. Plus l'entreprise a des marchés dispersés, plus elle a tendance à se scinder en divisions autonomes par le marché ou par marché. D'où l'importance de prendre en considération l'influence du macro-environnement et du micro-environnement sur le choix de la structure à adopter. Troisième facteur, c'est le système technologique. La technologie d'une entreprise comprend l'ensemble du processus productif qui va de l'approvisionnement en matières premières à la distribution des produits finis. La technologie impose un certain mode de division des tâches et un certain mode de coordination entre les unités chargées de ces différentes tâches. La technologie fait donc peser des contraintes organisationnelles sur le choix d'une structure. Et donc là, la technologie ou le degré de développement technologique d'une entreprise détermine, bien entendu, la structure organisationnelle à adopter. Je vous donne 2 exemples. La production unitaire en petite série implique une structure avec une hiérarchie très courte. Lorsque vous avez une production unitaire, c'est-à-dire que l'entreprise produit un seul bien, donc un seul produit, ou en petite série, généralement, cela peut impliquer une structure avec une hiérarchie très courte, afin de maintenir un rapport direct entre l'ouvrier et son manager. Et donc, il y a ce qu'on appelle la proximité.
entre l'ouvrier et son manager, puisque la production elle est unitaire ou en petite série, et par conséquent, il n'y a pas vraiment une hiérarchie profonde. La hiérarchie elle est courte. Et donc, il y a ce qu'on appelle de la proximité entre l'ouvrier ou les ouvriers et leur manager. C'est pourquoi la structure entrepreneuriale apparaît adaptée à ce type de technologie. Deuxième exemple, c'est la production en grande série. Quand il y a des grandes séries, donc nous avons plusieurs séries de production, cela impose généralement une structure fonctionnelle qui permet à la fois de garantir une division des tâches et d'assurer une bonne coordination des activités à travers le sommet hiérarchique. Et donc là, effectivement, en fonction du système technologique adopté par l'entreprise, on va adapter la structure ou adopter un type de structure bien spécifique. Quatrième facteur, c'est l'âge et la taille. L'âge de l'entreprise et la taille de l'entreprise. Une entreprise doit généralement changer de structure, puis avec l'âge, avec sa dimension, avec sa taille, rappelez-vous, mesurée par le chiffre d'affaires. Et donc, l'entreprise doit généralement changer de structure, plus elle prend de l'âge et plus elle grandit. Donc, avec le temps, et selon donc, ce qu'on appelle l'effet de l'expérience, la capitalisation sur l'expérience, qui lui donne un ancrage sur son marché, un positionnement bien meilleur sur le marché, et donc l'entreprise avec l'âge, automatiquement ou théoriquement, sera amenée à grandir, à s'accroître, à se développer. Les petites entreprises, par exemple, pour voir un peu l'effet de la taille sur la structure, sont caractérisées par une faible spécialisation du travail et par une division limitée des tâches. Dès que la taille d'une entreprise augmente, la spécialisation du travail s'amplifie et les responsabilités sont déléguées. Et donc, la division des tâches s'impose, ainsi que leur coordination par un sommet hiérarchique. Progressivement, de nouvelles fonctions spécialisées apparaissent et la décentralisation des décisions s'accompagne d'un élargissement des lignes hiérarchiques, ce qu'on appelle la différenciation horizontale, et d'un développement des niveaux hiérarchiques. Donc, il y a une différenciation verticale en raison de l'augmentation du nombre de cadres ou de managers spécialisés. L'exemple est simple. Prenons une petite entreprise, très petite entreprise qui vient d'être créée. Au démarrage, il n'a pas suffisamment d'effectifs, il n'a pas tellement une spécialisation du travail, donc tout le monde peut faire plusieurs tâches dans plusieurs fonctions. Vous pouvez avoir une personne qui fait de la comptabilité, qui commercialise, qui fait à droite et à gauche plusieurs spécialités. Au fur et à mesure que la petite entreprise avance, développe ses activités, grandit sur le marché, elle aura le sentiment ou le besoin de spécialiser le travail, de responsabiliser des délégués, de diviser les tâches pour identifier qui fait quoi au sein de l'entreprise et par conséquent assurer la coordination des activités à travers un sommet hiérarchique, à travers des responsables pilotes. Et donc progressivement, avec l'évolution de la taille de l'entreprise, on va aboutir à une structuration beaucoup plus formelle et visible. C'est pour cela que souvent, les PME sont très mal structurées par rapport aux grandes entreprises, parce qu'ils n'ont pas les mêmes moyens, ils n'ont pas les mêmes ressources, et n'ont pas les mêmes enjeux organisationnels, parce que la taille, la dimension de l'activité influence la nature ou le type de la structure à adopter. Donc avec l'âge, avec la dimension, la taille, la structure de l'organisation se modifie et change. Et dernier facteur qui influence la structure, c'est bien entendu la stratégie. Donc, des changements de stratégie obligent l'entreprise à modifier sa structure. Par exemple,
Une entreprise qui emprunte une stratégie de diversification ne peut avoir la même structure qu'une entreprise qui poursuit une stratégie de concentration sur un seul produit ou un seul type de clientèle. Lorsque vous avez un seul segment, un seul produit, généralement, vous pouvez adopter une structure fonctionnelle ou hiérarchico-fonctionnelle. Lorsque l'entreprise adopte une stratégie de diversification par produit, par région, par segment de clientèle, souvent, elle va préférer entre une division matricielle, une structure matricielle ou une structure par division ou divisionnelle. Donc, quand elle décide de se spécialiser, elle est très souvent une structure fonctionnelle, alors que quand elle va se différencier de la concurrence, elle va choisir une structure divisionnelle. Bref, ce sont que des exemples qui vont vous permettre de mieux comprendre quels sont les facteurs qui influencent la structure organisationnelle d'une entreprise. Voilà généralement le contenu de ce chapitre. Donc je reviens à vos commentaires pour voir si vous avez des questions. Donc là, dans ce chapitre, on a essayé principalement de définir la structure, de caractériser ces éléments, l'organe, les relations, l'organigramme, discuter les principales catégories de structures, les types de structures hiérarchiques, fonctionnelles, hiérarchico-fonctionnelles, divisionnelles, matricielles, et nous avons vu les avantages, les inconvénients de chaque structure, et enfin, on a discuté quels sont les principaux facteurs qui influencent la structure de l'entreprise. Est-ce que vous avez des questions? Ou des commentaires, etc. Dans la structure hiérarchico-fonctionnelle, le principe est simple. Pour chaque responsable hiérarchique, on va associer un conseiller, un spécialiste, qui va l'assister. Parce qu'on considère qu'un chef ne peut pas tout savoir. Et par conséquent, il a besoin d'être assisté par des conseillers qui sont choisis sur la base de leurs compétences. Et à partir de là, on va relier autorité et compétences dans le cadre de la structure hiérarchico-fonctionnelle. Donc, à la fois, il y a des relations hiérarchiques, responsables et subordonnés, et il y a des relations fonctionnelles à travers la présence des conseillers à tous les niveaux. NS, relation hiérarchique, c'est-à-dire qu'il y a de la hiérarchie. Vous avez un responsable et un subordonné. Comme par exemple un directeur avec un agent. Les définitions sur l'organisation formelle et informelle sont déjà présentes sur votre support de cours, qui est disponible sur la plateforme ENT. Donc, je vous demande juste de prendre note au fur et à mesure de ces explications pour pouvoir, bien entendu, les associer à votre support. Mais vous avez déjà le chapitre détaillé, avec une dizaine de pages. Une division, Younes, une division au sein de l'organisation est un organe, est un élément. Ça peut être un service, ça peut être un département, ça peut être une direction. Donc c'est un organe constitutif de la structure. D'où la notion de la division qui peut être sous forme de service, de département, de direction, etc. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, je vous ai laissé les supports par anticipation. Vous avez donc l'ensemble des supports de cours par rapport à la question des structures et des fonctions et de la stratégie, donc les 3 chapitres restants. Et donc là, je vous demande de les lire attentivement, toujours à la veille de chaque séance pour pouvoir suivre avec moi. Hayat, quand l'entreprise utilise
la structure fonctionnelle et matérielle. Je vous ai dit, il y a pas une recette magique. Il y a plusieurs paramètres, il y a plusieurs éléments qui peuvent pousser une entreprise à adopter une structure au détriment de l'autre. Ce que je vous ai présenté, vous voyez sur l'écran. En fonction de la nature de l'activité, du secteur d'activité, en fonction de la relation de l'entreprise et de l'influence de son environnement, macro et micro, en fonction de degré de développement technologique, de système technologique, on va préférer une structure par rapport à l'autre, en fonction de l'âge de l'entreprise. Une entreprise nouvellement créée, il n'est pas à comparer avec une entreprise ancienne, bien enracinée, en fonction de la taille, en fonction de la dimension. Une petite entreprise n'est pas structurée de la même manière qu'une moyenne ou qu'une grande ou une très grande. Et enfin, en fonction de la stratégie. Lorsque l'entreprise est spécialisée dans un produit, il ne va pas avoir la même structure qu'une entreprise qui est diversifiée, qui est présente sur plusieurs segments, plusieurs produits. Et donc, la complexité de l'activité impose un type de structure bien spécifique. Et donc, par exemple, lorsque l'entreprise décide de se spécialiser, elle a très souvent une structure fonctionnelle, alors que lorsque l'entreprise se différencie en présentant plusieurs produits ou en opérant sur plusieurs segments d'activité, souvent, elle va préférer une structure divisionnelle. Mais il n'y a pas une recette. Il y a plusieurs facteurs, plusieurs paramètres qui peuvent expliquer, bien entendu, l'adoption d'une structure donnée par une entreprise. Non, l'entreprise généralement ne peut pas adopter plusieurs structures. Généralement, l'entreprise elle a une seule structure au sein de l'entreprise. On ne peut pas combiner plusieurs structures à la fois. Un subordonné est un individu, un salarié, par exemple, qui est sous la responsabilité d'un responsable. Et donc, il est sous l'autorité. Donc, c'est un individu, un salarié, qui est sous l'autorité ou qui dépend de quelqu'un. C'est ce qu'on appelle le subordonné. Par exemple, vous avez un commercial et un directeur commercial. L'agent commercial est un subordonné du directeur commercial parce qu'il est sous l'autorité, il est sous la responsabilité d'un responsable hiérarchique. Et le directeur commercial, c'est lui le responsable hiérarchique parce que c'est lui qui a l'autorité et qui a la responsabilité sur les agents commerciaux. Oui, bien sûr, vous pouvez trouver des entreprises qui ont la même structure en fonction, par exemple, de leur nature d'activité. Par exemple, souvent les banques ont la même structure parce qu'ils ont la même activité, le même business model et généralement, ils ont la même structure. Donc, c'est envisageable, mais ce n'est pas tellement vrai. Ça dépend de d'autres paramètres. Il n'y a pas que le secteur, il y a aussi l'âge. Une banque nouvellement créée ne sera pas similaire à une banque ancienne et enracinée. Une petite banque ne sera pas comparée à une grande banque en termes de structure. Donc, il y a plusieurs paramètres qui peuvent influencer l'adoption d'une structure par une entreprise. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, le cas échéant, donc, je termine cette séance et je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite une très bonne continuation. Donc n'hésitez pas s'il vous plaît d'interagir. Vous avez un forum créé sur l'espace ENT pour poser vos questions, le temps de lire les supports de cours. Donc vous avez déjà les supports sur mon espace cours. Essayez de les télécharger et de le lire attentivement. Et vous avez un forum créé
qui va vous permettre de poser vos questions. Donc voilà, bon courage et à très bientôt.